En Suisse romande, je vous le disais en titre, l'hôpital neuchâtelois se retrouve à nouveau dans la tourmente, à quelques jours d'une votation cruciale pour l'avenir de l'institution. Selon nos collègues de la RTS Radio, le chef du service de gastro-entérologie engagé l'été dernier est dans l'incapacité de pratiquer. En cause, Julien Guillaume, la difficulté à faire reconnaître ses diplômes. Oui, c'est pour cette raison que le ministre de la Santé, Laurent Courte, a décidé en janvier dernier de suspendre ce gastro-entérologue. Selon nos collègues de la radio, un médecin qui a exercé durant 5 mois et soigné de nombreux patients, un médecin qui est toujours utilisé, employé par l'hôpital dans l'attente d'une décision. Alors de son côté, la direction de l'hôpital refuse de parler de manquement. Elle parle plutôt d'une sous-évaluation administrative utilisée par certains pour, je cite, saboter l'hôpital, référence faite à un récent post Facebook d'un médecin privé de la Chaux-de-Fonds qui avait justement mis en lumière cette affaire de ce gastro-entérologue. Un médecin de la Chaux-de-Fonds, dites-vous, il faut dire que cette affaire révèle le climat très particulier de cette campagne sur l'avenir de l'hôpital, un climat où on s'est éloigné du débat de fond. Oui, alors pour rappel, dimanche, les Neuchâtelois devront trancher entre le projet du gouvernement qui prévoit une centralisation des soins et une initiative issue des montagnes pour 2 hôpitaux autonomes. Et ce qu'il faut dire, c'est que ce scrutin a réveillé comme jamais la guerre entre le haut et le bas du canton, une guerre qui se cristallise dans les réseaux sociaux où les coups bas, les manipulations, les attaques personnelles atteignent des sommets, à tel point que le gouvernement cantonal, mais aussi les exécutifs du Locle et de la Chaux-de-Fonds ont appelé la semaine passée, ont lancé un appel au calme. Mais ce qui est sûr, c'est quelle que soit l'issue du scrutin dimanche, eh bien, cette votation laissera de profondes traces dans la cohésion cantonale. Merci beaucoup Julien Guillaume. À Neuchâtel. Pour notre séquence En terre inconnue, nous nous intéressons cette semaine aux hôpitaux publics et privés avec cette évolution. Moins de lits dans le public, plus dans le privé, le secteur est en pleine mutation. Nous retrouvons aux hôpitaux universitaires genevois Elsa Anguinolfi. Bonsoir Elsa. Alors, il y a une tendance forte, les soins à l'hôpital se font de plus en plus en ambulatoire, c'est-à-dire sans passer de nuit à l'hôpital, et ça a des conséquences. Oui, bonsoir. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le virage ambulatoire. Depuis les années 90, les hôpitaux ont réduit les jours d'hospitalisation nécessaires pour de nombreuses interventions. C'est possible notamment grâce aux progrès technologiques qui permettent des opérations moins invasives. Par exemple, pour la pose d'une prothèse de hanche, il fallait prévoir une dizaine de jours d'hospitalisation il y a 15 ans. Aujourd'hui, 5 jours suffisent. Dans ce contexte, les hôpitaux universitaires genevois diminuent régulièrement le nombre de leurs lits. Mais ce n'est pas la seule évolution en cours dans le secteur. On assiste aussi à un transfert de certains patients traditionnellement pris en charge dans l'hôpital public vers les cliniques privées. Je vous propose de découvrir ce reportage réalisé avec Jean-François Vouga. À Genève, on compte 2500 places d'hospitalisation. Ces lits se répartissent entre l'hôpital public, les HUG et les cliniques privées. Un paysage en mutation, les HUG perdent des lits depuis plusieurs années, là où les cliniques, elles, augmentent leur capacité d'accueil. Pour les HUG, ce sont les progrès technologiques qui expliquent cette tendance. On peut l'expliquer par le virage ambulatoire qui a pris beaucoup d'importance ces dernières années, entre autres dans certains domaines. On peut prendre l'exemple de l'ophtalmologie, on peut prendre l'exemple de la rhumatologie, on peut aussi, par exemple, citer la dermatologie. Ce sont des domaines dans lesquels les lits ont fortement diminué. Pourtant, les cliniques, elles, ont misé sur une autre stratégie en augmentant le nombre de leurs lits. Les cliniques privées aujourd'hui se sont spécialisées, ont créé des pôles de compétences, sont devenues de plus en plus attractives dans certains domaines. Et cette attractivité des cliniques a attiré des nouveaux patients. Et il y a eu certainement un transfert de patients des hôpitaux publics vers les cliniques privées. Un transfert rendu possible par la réforme de la législation fédérale qui permet aux cliniques privées d'accueillir des patients qui cotisent uniquement à l'assurance de base. À Genève, 2000 assurés de base ont ainsi été soignés en clinique en 2016. Une tendance qui inquiète les autorités genevoises. Elles ont mis en place des quotas pour limiter le nombre d'assurés de base qui peuvent se faire traiter en clinique. Une clinique privée sélectionne les patients qu'elle prend en charge, alors que les hôpitaux universitaires ont une obligation d'admettre sans limite, et donc tous les cas lourds vont aux hôpitaux universitaires, alors que les cas plus légers vont dans les cliniques. Un argument que contestent les représentants du secteur privé. À partir du moment où le canton décide de donner un mandat de prestation à une clinique privée, elle l'assume. Il n'y a pas de sélection de patients, il n'y a pas de sélection en fonction de la contribution du patient à l'hôpital.
Cette histoire pourrait trouver son épilogue devant les juges. Le tribunal fédéral a été saisi par une clinique privée genevoise. Il devra dire si le canton a le droit de limiter le nombre d'assurés de base qui peuvent se faire soigner en clinique. Elsa, vous évoquiez cette décision du tribunal qu'on attend. Est-ce qu'elle peut changer beaucoup de choses pour les privés ? Oui, l'enjeu est de taille. Il s'agit de savoir si les cliniques privées peuvent accueillir plus d'assurés de base. C'est un enjeu financier, mais c'est aussi un enjeu stratégique. Si les cliniques accueillent plus de patients, elles peuvent atteindre un volume d'opérations plus important et faire reconnaître certaines de leurs spécialités. Merci beaucoup, Elsa Anguinolfi. Dans le canton de Fribourg, la population devra se prononcer sur l'initiative des jeunes socialistes intitulée « Transparence du financement de la politique », un texte qui prévoit la publication des noms des donateurs de plus de 5 000 francs. Ce matin, le Grand Conseil donnait son mot d'ordre à la population. Il propose de rejeter ce projet. On écoute le chef du groupe socialiste au Grand Conseil, Pierre Mauron. Ce sont des fois les cantons qui doivent donner la mesure. 3 cantons l'ont fait, Genève, Tessin et Neuchâtel. Fribourg pourrait faire la même chose pendant que cela va bien pour justement faire la lumière et toute transparence sur ce financement pour permettre simplement à l'électeur de voter en toute connaissance de cause et savoir qui est derrière telle campagne ou derrière telle élection. On part pour la chaîne du Jura. L'approvisionnement en eau potable est un défi perpétuel pour les communes, surtout dans le haut du vallon de Saint-Imier, dans les Franches-Montagnes. Mais une solution a été trouvée. Un forage à plus de 600 mètres sous terre permettra d'alimenter une trentaine de communes. Explication Benoît Grand-Clément et Daniel Bachmann. Que ce soit les communes du vallon de Saint-Imier ou celles du plateau des Franches-Montagnes, elles ont toutes le même souci dans le domaine de l'alimentation en eau. D'ailleurs, à Sonvilliers, village de 1100 habitants, la situation est critique. Depuis le mois de juin, on est en restriction d'eau. Une raison à cela, Sonvilliers est dépendant d'une seule source qui a tendance à se tarir depuis quelques années. Conséquence, le réservoir d'une contenance de 500 mètres cubes est appelé à disparaître. Ce réservoir, il a un siècle, hein. Et puis il est au bout de ses capacités, puis des rénovations nous coûteraient trop cher. Une solution d'avenir existe, direction Les Sauges entre Sonvilliers et Saint-Imier. Derrière ces murs, une station de pompage. Les premiers travaux ont commencé il y a bientôt 20 ans. Aujourd'hui, l'installation est fonctionnelle. On a fait un forage de reconnaissance jusqu'à 660 mètres de profondeur. Et puis, suite à des tests de pompage, on a pu déterminer qu'il y avait une nappe d'eau souterraine bien protégée dans un aquifère qui permettrait d'alimenter la région avec de l'eau de parfaite qualité. Le résultat est là, au fond de ce regard, une eau de qualité minérale qui nécessitera que peu de traitements chimiques. À plein régime, il sera possible de pomper 5000 mètres cubes par jour, soit les besoins de 10 000 personnes. Alors on va pomper en fonction des besoins et puis en cas de sécheresse, on pourra alimenter Saint-Imier, le Haut-Vallon, mais aussi une partie des Franches-Montagnes avec l'eau tirée de ces puits. L'eau sera stockée dans un réservoir en construction à Saint-Imier, là où arrivera également l'or bleu en provenance des sources de la Recette et du Torrent. Et à partir de Saint-Imier, il sera possible de desservir 3 communes du Vallon et 24 dans les Franches-Montagnes. En Franche-Montagne, nous avons un déficit en eau qui est très important, puisque à part quelques sources encore qui subsistent, quelques sources qui sont d'ailleurs des sources de surface, c'est vrai que tout le plateau franc-montagnard ne bénéficie pas de ressources suffisantes. Des ressources qui seront d'ailleurs pleinement utilisées au puits des Sauges. L'eau qui sort des tuyaux de pompage atteint 19 degrés, une chaleur qui sera probablement exploitée à plus long terme. Nous espérons pouvoir utiliser ce potentiel thermique dans l'alimentation en chaleur pour des immeubles sur Saint-Imier. Et là, c'est un très beau potentiel puisqu'on peut gagner sur un différentiel de 5-6 degrés de la chaleur pour alimenter une soixantaine d'immeubles. Si les délais sont respectés, le puits des Sauges sera totalement opérationnel courant 2019. Quant au coût de l'ensemble de l'installation, il se monte à 27 millions de francs. Le débat est ravivé sur l'exploitation de gaz de schiste dans le sous-sol suisse romand. Le Conseil d'État de Neuchâtelois veut l'interdire. Et dans le canton de Vaud, les écologistes se lancent dans une course contre l'exploitation de toutes les hydrocarbures. Manon Germont. Il y a peut-être du gaz sous ce terrain. En 2013, un groupe britannique envisage de l'exploiter. Depuis, le débat est intense dans le canton de Neuchâtel. D'abord, un moratoire et ce matin, le Conseil d'État annonce vouloir interdire l'exploitation de gaz de schiste.
Le sous-sol est plein de potentiel, notamment renouvelable via la géothermie profonde que nous voulons promouvoir. Mais il est aussi soumis à des projets d'exploitation d'hydrocarbures non conventionnels, le gaz de schiste que nous voulons absolument interdire. À ce jour, un moratoire de fait existe dans les cantons de Neuchâtel, Vaud, Fribourg et Jura. Le canton de Berne interdit l'extraction de l'ensemble des hydrocarbures. Tous les autres cantons, sauf le Jura, prévoient eux aussi de revoir leur législation avec une éventuelle interdiction à la clé. Pour accélérer ce processus, les Verts vaudois lancent une initiative qui va plus loin. Ils veulent non seulement interdire le gaz de schiste, mais aussi toutes les autres extractions d'hydrocarbures et jugent le moratoire insuffisant. Un moratoire, c'est une simple décision administrative qui peut être levée à tout moment. On sait aujourd'hui qu'il y a des demandes fortes pour pouvoir extraire des hydrocarbures. Donc nous, ce qu'on veut vraiment, c'est ancrer dans la Constitution l'interdiction d'extraction d'hydrocarbures pour être sûr que cela ne puisse jamais arriver dans le canton de Vaud. Un texte malvenu aux yeux des industriels, même si les projets romans, tous dans le canton de Vaud, sont au point mort. L'ensemble de l'énergie fossile, naturellement, à court, moyen terme, subirait des conséquences importantes, et notamment qu'on pourrait conduire à une volonté de se départir du recours aux énergies fossiles, ce qui, naturellement, dans l'état actuel de nos besoins et d'utilisation de l'énergie, est juste pas possible, pas imaginable. Trésor ou cadeau empoisonné, les cantons romans devront se positionner. C'est un pavé dans la mare lancé par le Contrôle fédéral des finances. L'organe suprême de surveillance financière de la Confédération pointe du doigt le Conseil fédéral qui évaluerait mal les conséquences financières de ces projets de loi. Le Contrôle fédéral des finances a publié son rapport hier, à 3 jours du vote sur la 3e réforme de l'imposition des entreprises, où les pertes fiscales sont justement au cœur du débat. De quoi soulever aujourd'hui la polémique. Pierre Nebel. Quelles seront les pertes fiscales générées par la RIE 3 ? C'est le thème le plus âprement discuté de la campagne. Or voici qu'un rapport du Contrôle fédéral des finances vient jeter de l'huile sur le feu. Il reproche au Conseil fédéral de ne pas suffisamment bien évaluer les conséquences, notamment financières, des lois qu'il propose au Parlement. Il évoque notamment Hans-Rudolf Merz qui, en 2008, avait sous-estimé dans la campagne les pertes fiscales de la dernière réforme de l'imposition des entreprises. Pour la Confédération, les pertes fiscales à court terme sont supportables. Elles devraient se monter à quelques dizaines de millions de francs. Le rapport d'aujourd'hui dénonce une désinformation. L'administration fédérale des contributions, qui se doutait que la réforme coûterait cher, a renoncé, sous pression politique, à publier des pertes fiscales de l'ordre de plusieurs milliards. Chez les partisans de la RIE 3, on est furieux et on dénonce l'attitude du chef du Contrôle fédéral des finances. À mon avis, c'est un acte politique. Je ne connais pas personnellement M. Huissou, mais j'en ai entendu beaucoup parler. Et je crois qu'on ne fait pas ce genre de déclaration sans une intention particulière à ce moment-là. Et je crois que c'est le moment que le Conseil fédéral remette de l'ordre dans ce service. Le chef du Contrôle fédéral des finances n'a pas souhaité s'exprimer aujourd'hui, mais il dément toute intention politique en relation avec la RIE 3. Il peut compter sur le soutien des opposants à la réforme fiscale qui volent à son secours. Monsieur Huissou, on le connaît, il est indépendant des agendas de la politique. Et s'il avait, au fond, gardé le rapport en attendant la votation, on aurait pu croire alors qu'il travaillerait en sens inverse. Un dernier sursaut dans cette campagne agitée qui influencera peut-être cette minorité qui n'a pas déjà voté par correspondance.